Bonsoir à tous. Je suis Samira Khalifa, je suis maître de conférence en génie rural, eau et forêt, et c'est un immense plaisir pour moi d'assister à cette conférence pour commenter la conférence, la deuxième conférence du professeur Samir Awedi après une première réussite et à la demande du public. Donc on enchaîne sur un sujet, une thématique de première importance aujourd'hui en Tunisie. Donc professeur Samir Awedi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais je crois que c'est une illustre personnalité et un illustre visage du monde académique, mais aussi, voilà. Mais comme ça va, comme les vidéos vont être accessibles pour un public un peu plus large que le nôtre ce soir, je rappelle que le professeur Samir Awedi est professeur d'économie à la faculté des sciences de gestion, d'économie de gestion de la Manouba. Il est aussi directeur du laboratoire de recherche sur les prospectives, les stratégies et le développement durable. Et c'est une personnalité syndicaliste très connue aussi en Tunisie. Donc voilà, pour le streaming, la nécessité du streaming. Alors, cette conférence va être structurée, si vous le permettez, en 3 parties. Une première partie dans laquelle on demandera au professeur Awedi de nous rappeler un peu la synthèse de ce qu'il a exposé lors de la dernière conférence. Et on enchaînera avec sa conférence de ce soir et on va aussi la structurer en 2 parties séparées pour animer un peu la soirée comme c'est une soirée ramadanaise que je crois que au bout d'un certain temps nous allons commencer à digérer. Voilà, professeur Samir Awedi, à vous la parole, c'est un grand plaisir pour moi et on fera une pause café, très bien. Donc on gardera 30 minutes de débat pour la salle. S'il y aura plus de demandes, donc on pourra se permettre un peu plus de temps sur une thématique que vous allez voir d'une première importance aujourd'hui et d'actualité en Tunisie. Donc professeur Awedi, j'ai malheureusement pas pu assister à votre précédente conférence en présentiel, mais j'ai... Vous étiez une illustre absente. Et avec assiduité et grande intention et grand intérêt que j'ai suivi les 5 parties disponibles sur YouTube, sur la chaîne de la Bibliothèque nationale aussi. Est-ce que vous pourrez nous rappeler, aujourd'hui on parle d'un gouvernement de coalition, que vous allez nous exposer ses priorités d'action, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Tunisie arrive à cette impasse de développement économique actuellement? Pour la simple raison parce que son économie se caractérise par de doubles problématiques. Une problématique qui est héritée du modèle de développement antérieur à la Révolution, un ensemble de problématiques et de défis que j'ai qualifiés de structurels, inhérents au modèle de développement qui ne sont pas conjoncturels, et d'une deuxième série de défis ou de problématiques nées après la Révolution du fait que l'on croyait que le fait révolutionnaire allait juguler ces problématiques. Il les a amplifiées paradoxalement. Donc ce sont ces problématiques-là qui caractérisent l'économie tunisienne aujourd'hui, que j'ai exposé la semaine dernière durant une quarantaine de minutes devant, je crois, le public et à votre demande. Donc je vais les récapituler, mais dans un style très télégraphique, parce que juste pour rafraîchir la mémoire. La dernière fois, j'ai organisé ma communication de la manière suivante. J'ai parlé des défis structurels d'origine ancienne inhérents au modèle de développement et des défis post-révolutionnaires que j'ai déclinés en 3 familles de défis. Des défis à caractère politico-administratif mais qui ont une retombée économique directe, des défis strictement économiques et des défis sociaux et environnementaux. Au titre des défis structurels,
antérieure à la révolution, se trouve le problème du modèle de développement que nous suivons en Tunisie depuis la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel en 1986, un modèle néolibéral que les économistes désignent sous le vocable du modèle du consensus de Washington. C'est un modèle qui ne laisse guère de place à l'État, à l'économie publique, et qui prône un certain style de développement guidé par un marché débridé, sans limitation, sans pouvoir régulateur de l'État, qui a donné ce qu'il a donné. Il a donné surtout une croissance. Sous Ben Ali, nous réalisons une croissance moyenne d'environ 4,5%. Cependant, j'ai expliqué la dernière fois que c'était une croissance cumulative. D'abord, elle était insuffisante par rapport aux demandes additionnelles de création d'emplois, mais c'est tout. Elle ne générait pas le développement. Le développement se limitait donc à un tiers du territoire, et dans ce tiers se limitait aux grands axes urbains de 4 ou 5 villes, alors que le reste du territoire affichait une pâle figure pas significativement différente de celle héritée de l'époque coloniale. Il s'en est suivi de ce modèle de développement l'obligation pour l'État d'abandonner les choix nationaux, les choix sectoriels, notamment les politiques industrielles, les politiques agricoles, les politiques donc verticales. C'était dans la théorie néolibérale. L'État ne devrait pas avoir des priorités nationales. Seul le marché est maître à bord. Seule la loi de l'offre et de la demande garantit la location optimale des ressources. L'intervention de l'État est créatrice de ce qu'on appelle les distorsions des chevauchets à souk. En conséquence, le secteur, l'économie tunisienne, 40 ans après sa libéralisation pendant les années 70, 30 ans après sa libéralisation définitive dans le cadre du programme d'ajustement structurel, continue à afficher globalement la même configuration au regard d'un secteur industriel qui demeure à l'aval des filières et des chaînes de valeur, ce qu'on appelle les industries de bout de chaîne, un secteur agricole essentiellement extensif, sans contenu technologique important, fortement dépendant des aléas climatiques, et un secteur des services dominé par les petits métiers, les petits commerces et par le tourisme, un tourisme banal, balnéaire, avec faible rendement en devise, où la chaîne de valeur, où la valeur est confisquée par les tours opérateurs et avec un taux de fidélité le plus faible de la Méditerranée. Des investissements faibles, dopés par de coûteuses incitations, sans conditionnalité, sans différenciation sectorielle. Un autre défi structurel, un tissu économique de faible envergure, constitué essentiellement de micro-entreprises. Le nombre d'entreprises qui ont un potentiel de croissance est très très faible. Un secteur exportateur peu compétitif, qui se limite à des exportations de main-d'œuvre. Tous les inputs sont importés, tous les équipements sont importés. Nous exportons deux principaux produits, les produits électroniques et les produits textiles. En réalité, nous n'exportons dans ces produits que de la main-d'œuvre à bas marché. Les ressources humaines, qu'un certain discours présenté comme le seul capital de la Tunisie. Tunis عندها رأس المال البشري. كيف مش صحيح. Non, je sais. Nous avons la quantité, mais nullement la qualité. Les principaux tournants ratés depuis le milieu des années 70. Et avec l'instrumentalisation de l'université et des diplômes universitaires et leur popularisation, l'université est devenue un salon d'attente du marché de l'emploi. Avec l'école, les lycées,
assume une fonction de rétention de la jeunesse beaucoup plus de culture, d'éducation et de savoir. Nous avons au niveau des centres de formation professionnelle les centres les plus faibles de la Méditerranée avec un décalage technologique criard. Donc nous avons un problème de ressources humaines, un problème de mauvaise qualification des ressources humaines. Nous avons chaque année 80 000 personnes qui sont titulaires d'un diplôme, soit universitaire, soit professionnel, mais qui n'ont aucun métier. Après la Révolution, et alors qu'on croyait que l'ensemble de ces défis vont être corrigés par l'euphorie révolutionnaire, tout le monde parle de la mise en cause du modèle de développement, du néolibéralisme, de la reprise, du réveil de l'État, du retour de l'État aux affaires. On constate que plein de problèmes ont empêché la réalisation des objectifs premiers de la Révolution, à savoir le développement. Parce que le principal slogan, c'est le développement, c'est le terme, le mot magique. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Une montée de mouvements revendicatifs et contestataires. Un affaiblissement de l'autorité de l'État et de l'incapacité de l'administration, une administration squattée dans le cadre d'un État de partage du butin, d'un État prédateur, une détérioration de l'environnement des affaires. Les principales enquêtes montrent que la Tunisie a perdu 14 points dans le classement. C'est-à-dire que la corruption a gagné du terrain, alors qu'elle était limitée à la famille connectée au pouvoir. Elle s'est propagée après la Révolution à des niveaux intermédiaires d'administration, signe d'une administration gangrenée par le phénomène. Un déficit en termes de politique, de pilotage politique des réformes. C'est un pays qui n'a pas de politiciens. Nous n'avons pas de leader. Dans ce pays, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme qui réunit autour de lui une certaine majorité de Tunisiennes et de Tunisiens qui lui font confiance. On met un mois à chercher un Premier ministre. Quelle faillite! Quelle faillite! Il y a un problème de leadership réel pour piloter les dossiers économiques. Les défis économiques post-révolution, c'est le débâcle des entreprises publiques qui ont été instrumentalisées, qui ont été mis en faillite et en déroute. L'endettement public qui est devenu financièrement excessif, qui handicape donc l'avenir de la Tunisie. L'aggravation des déficits jumeaux, je désigne par déficit jumeaux le déficit de la balance commerciale, avec une libéralisation de l'importation de produits, comment les qualifier, de produits de seconde importance, de nulle importance, club, chocolat, etc. Business ajoute. Et donc le déficit de la balance des paiements comme conséquence. Une chute du rythme de la croissance et atonie de l'investissement, donc une croissance qui trébuche d'une moyenne de 4,5 avant la Révolution à 2, quelque chose, et qui est prévue à 4% à l'horizon 2016-2020 dans le cadre du plan quinquennal. Donc nous ne nous trouvons toujours pas en 2020, nous n'allons même pas retrouver le rythme de la croissance vécue sous la dictature. Et atonie de l'investissement, nous avons un investissement privé qui se limite à 18% du PIB contre 30% dans un pays comme le Maroc. Et alors que tout le taux de réalisation des investissements publics se limite à quelque chose comme 36% et à quelque chose comme 12% dans certaines régions du sud-ouest. Au niveau social, on déplore le réveil du chômage dormant, lequel chômage a grimpé de 13,9 en mai 2010 à 18,9 en mai 2011, une iniquité fiscale criarde qui n'a pas été corrigée, un régime forfaitaire scandaleux qui a été détourné de ses bénéficiaires légitimes, savoir les petits métiers, les petits artisans,
pour bénéficier aux médecins spécialistes, aux métiers les plus juteux, au commerce établi dans les quartiers les plus huppés. Sachez qu'un fonctionnaire moyen qui touche 900 dinars par mois paie 11 fois plus d'impôts qu'un contribuable, qu'une personne morale. 11 fois plus. L'aggravation des atteintes à l'écosystème face à une administration absente, une pauvreté qui a été découverte, redécouverte avec 15% de la population et 5,5% comme pauvreté absolue, alors qu'elle était présentée 3 fois moins sous Ben Ali, et nous avons découvert la misère des régions de l'intérieur avec des indicateurs qui montrent que entre Tunis et le sud-ouest, le niveau de vie des Tunisiens est 3 à 4 fois plus mauvais et plus difficile, avec également un autre problème apparu après l'évolution, c'est le développement effréné du secteur informel de la contre. Voilà à peu près ce que j'ai prévu 5 minutes, je crois.